Il y a quelque chose d'anormal. On dirait que la Terre tremble. Ce n'est clairement pas un séisme, et ça ne fait qu'empirer. Les nuages semblent se déplacer plus vite que d'habitude, et les animaux deviennent fous. Le présentateur du journal télévisé apparaît avec un air alarmé et dit « Bonjour, nous sommes désolés d'interrompre votre programme. Les scientifiques viennent de découvrir que la rotation de la Terre fluctuait à un rythme inhabituel. Un groupe de spécialistes pense que la Terre accélère sa rotation à chaque seconde, et ils ne savent pas pourquoi. Même si la Terre augmentait sa vitesse de 1,6 km/h, la journée ne raccourcirait que d'1 minute et demie environ. On ne le sentirait pas vraiment, et on pourrait continuer comme si de rien n'était. Mais à mesure que la Terre tourne plus vite, nos corps qui sont adaptés à un rythme de 24 heures auront du mal à s'y faire. Si tu vis près de l'équateur, cela signifie que la rotation de la Terre est plus rapide qu'au pôle Nord et Sud. La zone située près de l'équateur a besoin de plus de temps pour effectuer sa rotation complète. Il pleuvra aussi plus que d'habitude. La rotation de la Terre maintient la météo en équilibre, de sorte que rien d'anormal ne se produit. Mais comme la Terre bouge plus vite, le climat s'emballe. Nous commencerons à voir plus de tempêtes et nous passerons plus de temps au chaud à l'intérieur à siroter un chocolat chaud. Même si cela semble bizarre, tout le monde peut continuer à mener sa petite vie. Mais si la Terre prenait un peu plus de vitesse et tournait à 45 mètres par seconde, la journée serait réduite à seulement 22 heures. Cela donnerait un peu l'impression d'être en décalage horaire en permanence. Toutes les entreprises travaillent avec un horaire de 24 heures par jour, de sorte qu'enlever ne serait-ce que 2 heures peut avoir des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. L'ensemble du calendrier devra changer et s'adapter au nouveau rythme. Les designs des horloges changeront et elles ne comporteront plus que 10 segments. Et à chaque semaine, les journées raccourciront, de sorte qu'il n'y aura plus de moyens appropriés de connaître l'heure, sauf par les couchers et les levées de soleil. Le temps continuera à se dérégler, avec l'impression que la pluie ne s'arrête jamais. Les animaux qui dépendent des schémas météorologiques ne sauront plus comment se comporter, et des migrations de masse se produiront pour presque toutes les espèces. Des volées d'oiseaux voleront partout et atteindront des endroits où ils ne vont normalement pas, ce qui affectera toute la chaîne alimentaire et les écosystèmes. Les forêts, les jungles et les autres endroits peuplés par des animaux sont maintenus en équilibre lorsqu'ils ne sont pas affectés par les humains. S'il pleut constamment dans certaines zones, les inondations obligeront les animaux à se déplacer vers d'autres territoires et à rivaliser avec les prédateurs de la région. Si la Terre prenait de la vitesse chaque jour, alors en te tenant sur une balance dans l'Arctique, tu verrais que tu pèses 81 kg. Mais sur l'équateur, tu pourrais peser seulement 80 kg. C'est à cause de la force supplémentaire qui s'oppose à la gravité dans cette zone. Avec la Terre tournant plus vite, toutes les compagnies aériennes du monde entier se sont arrêtées, car les systèmes radars se sont détraqués et la météo est trop dangereuse pour voler. Tout le monde doit se déplacer en voiture. Les satellites sont positionnés de telle manière qu'il est crucial qu'ils restent là où ils sont afin de faire rebondir les signaux vers nous. À cause de ce qui se passe, les signaux Wi-Fi et TV ne peuvent plus passer. Les communications dans le monde entier vont finir par être courtes et lentes. Et finalement, nous aurons une panne totale de communication. Les navires cesseront de fonctionner et le commerce mondial s'effondrera, ajoutant des dommages supplémentaires à l'économie mondiale déjà défaillante. Les vents seront plus forts et plus rapides que d'habitude, ce qui signifie que les températures changeront. Les tempêtes et les ouragans seront plus forts que jamais et auront plus d'énergie destructrice. Et à 160 km/h, les régions équatoriennes seront englouties sous l'eau. Le bassin de l'Amazone et les petites îles seront désormais complètement submergés sous environ 15 mètres d'eau. La plupart des plantes seront en danger, surtout près de l'équateur. Avec les forêts menacées par les inondations, davantage d'écosystèmes seront en danger. Les arbres et les plantes ne survivront pas à tant d'inondations. Si la Terre tournait si vite que les journées étaient réduites à 15 heures par jour, nous aurions probablement l'impression d'être toujours dans un avion à réaction traversant des turbulences. Il serait impossible de dormir si la Terre continuait à prendre de la vitesse à chaque seconde de la journée. Les jours dureraient environ 7 heures, de même que les nuits. Le monde entier serait inondé, à l'exception des points les plus élevés des plus hautes chaînes de montagnes. Si cela se produit, les humains finiront très probablement par s'accrocher aux dernières parcelles de terre dégagées. La plupart de la vie animale disparaîtra. Et à mesure que la Terre tourne de plus en plus vite, la croûte terrestre perdra de sa dureté,
ce qui engendrera des tremblements de terre plus fréquents et plus forts. Des volcans entreront en éruption un peu partout, même s'ils seront immergés par les eaux. Cela va continuer comme ça pendant un bon moment. De nombreuses catastrophes naturelles majeures comme les séismes, les tsunamis, les volcans et même la fonte des calottes glaciaires ont accéléré la vitesse de la Terre de quelques millisecondes. Alors que la vitesse de la Terre continue d'augmenter, ces catastrophes naturelles vont faire que la planète tourne encore plus vite. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, c'est suffisant pour avoir des conséquences majeures. La Terre tourne maintenant à 1600 km/h. Et alors que tu es assis avec le reste des survivants, tu te sens en légère lévitation. Tu vois des petits cailloux et des rochers qui flottent à quelques centimètres du sol. Les nuages au-dessus de toi passent comme des étoiles filantes. L'air est épais et humide car l'eau monte vers le haut, formant de gros nuages prêts à déverser leur eau. Mais comme la gravité est plus faible, une partie de la pluie est en suspension dans l'air. De nombreux petits objets flottent autour de toi comme si tu étais dans l'espace. Les jours et les nuits ne durent pas plus de quelques heures. À ce stade, le monde entier est inondé et la croûte terrestre a disparu à 80%. Si cela dure plus longtemps, il n'y aura plus aucun être vivant, à l'exception peut-être de créatures microscopiques qui peuvent résister à des conditions extrêmes. Il faudrait que la Terre tourne à environ 28 300 km/h pour annuler la gravité et que les choses commencent à flotter. À ce moment-là, toute l'eau de l'océan va s'élever dans les airs et ressembler à une pluie inversée. Les gros rochers des montagnes se sépareront du socle rocheux et léviteront au-dessus du sol, ressemblant à de petites planètes dans l'espace. La Terre tourne maintenant 17 fois plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'une rotation complète autour de son axe ne dure que 84 minutes au lieu de 24 heures. Si tu parviens à rester en vie aussi longtemps, tu verras littéralement les jours et les nuits passer en un instant. Tu flotteras aussi sans but dans le ciel, heurtant des rochers et d'autres surfaces. Tu ne reconnaîtras plus rien. La croûte terrestre se déchire, exposant le magma qui se trouve en dessous. Atterrir sur le sol n'est pas une option. Tu vois l'espace à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, mais tout ce que tu sais, c'est que tu es probablement le seul humain restant dans ce monde en rotation. La Terre finira par tourner si vite que le reste des couches commencera à se détacher, exposant l'intérieur de la Terre. Elle commencera à s'aplatir autour de son noyau jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une crêpe. Rien ne pourra survivre à ce stade. Une telle quantité de chaleur sera produite par le noyau que la planète chauffera comme dans un micro-ondes. Toute l'eau disparaîtra et la Terre ressemblera à un point rouge dans le système solaire. Et lorsqu'elle commencera à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps se figera. Les rochers et les éléments flottants ne bougeront plus et finiront par être déformés. Et avec suffisamment d'efforts, la Terre finira par se transformer en un trou noir. Bien sûr, rien de tel ne se produira jamais. Selon les scientifiques, la Terre va très probablement ralentir sa rotation. Depuis que la Lune est entrée en scène, la Terre ralentit d'environ 6 km/h tous les 10 millions d'années environ. C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète bleue. Et il est fort probable que cela continue ainsi. Alors ne sois pas si pressé. Si le Soleil arrêtait de produire de la lumière, les animaux sauvages seraient les premiers à en subir les conséquences. La plupart des animaux ont besoin de la lumière du jour pour se déplacer d'un endroit à un autre, surtout dans les grandes savanes d'Afrique. Les zèbres, les gnous et les girafes, tous dépendent de la lumière pour circuler et éviter les prédateurs. Dès que le soleil se couche, ils se couchent eux aussi. Si le soleil s'éteignait soudainement, les animaux ne comprendraient pas ce qui se passe, et ils se feraient tout simplement manger par ceux qui les chassent. Les créatures nocturnes seraient tout aussi désorientées par ce changement. Les oiseaux se regroupent généralement pendant la journée. Nous ne les entendrions ni ne les verrions donc plus. Or, nous devons leur être reconnaissants. Ils mangent un grand nombre des insectes qui nous sont nuisibles. Enfin, eux et les chauves-souris. Si tu te trouves dans une région où les chauves-souris sont absentes, alors sache que ce sont les bestioles qui règnent en maître. Les températures commenceraient ensuite à baisser progressivement. Les humains en sentiraient aussi les effets. Nous sommes habitués à ce que le soleil brille au plus fort vers midi. Mais si notre astre ne nous dispensait plus sa bénéfique lumière, nous vivrions dans une obscurité totale. Nous ne ferions plus que survivre. Si le soleil s'éteignait soudainement, il ne nous resterait qu'environ 8 minutes pour profiter de sa lumière. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il lui faut pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le soleil de notre planète bleue.
Nous n'aurions d'autre choix que d'utiliser des lampes UV pour nos champs, mais ce ne serait pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et c'est sans parler de la baisse des températures sur la totalité du globe. Survivre serait très difficile dans les plaines. Nous serions forcés de nous réfugier dans des abris et des bunkers pour être au chaud. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour pousser. Sans elles, nous n'aurions pas de récolte. Le pain n'existerait plus puisqu'il est fait de blé. Même les algues dans les océans, notre plus grande source d'oxygène, se développent grâce à la photosynthèse. Cela signifie que les niveaux d'oxygène commenceraient à baisser également. Comme les lacs, les océans et les mers, commenceraient aussi à manquer de l'oxygène nécessaire à la vie aquatique. L'une de nos principales sources de vitamine D est le soleil. Il y a d'autres façons de l'obtenir, mais le soleil est le meilleur moyen et le plus pratique. Sans culture ni végétation, les herbivores consommeraient très vite les dernières herbes et les dernières feuilles, et il manquerait bientôt fatalement de nourriture. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour nous aussi, les humains, car nous dépendons des animaux pour vivre. Des vaches, des chevaux, des moutons, et ainsi de suite. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Bien sûr, les océans resteraient chauds pendant un certain temps, mais finalement, ils se refroidiraient et gèleraient. La Terre est une planète dont le noyau de fer produit des quantités considérables de chaleur. Mais cela ne serait pas suffisant pour nous garder au chaud. Notre première mission, ce serait de trouver un bon refuge à l'abri du froid. Si cela se produisait du jour au lendemain, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas les bunkers nécessaires à un tel scénario. Mais peut-être que regarder cette vidéo t'aura incité à en construire un. Ton abri devra fournir de la chaleur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et être équipé de lampes UV pour cultiver des plantes. Toutes les installations fonctionnant à l'énergie solaire seraient choses du passé. Il nous faudrait porter des combinaisons spécialement conçues pour nous aventurer à l'extérieur. Comme il ferait très sombre, nous devrions être munis de lampes puissantes ou de lunettes de vision nocturne afin de ne pas nous égarer. Les terres seraient dévastées. Les créatures nocturnes, capables de supporter des températures glaciales, en deviendraient les maîtres. Les structures mêmes s'effondreraient avec l'épuisement de l'oxygène. Le béton en a besoin pour se conserver. Dans les bunkers aussi, l'oxygène serait limité. Il faudrait déraciner de nombreux arbres et les placer sous nos lampes UV afin qu'ils nous fournissent un air respirable. Et dans le meilleur des cas, tout un écosystème souterrain verrait alors le jour. Les océans, à la surface, finiraient par geler. Récupérer des ressources naturelles au fond de l'océan, comme le gaz ou le pétrole, serait impossible. Cet immense objet, qui était autrefois une étoile brillant de tous ses feux, flotterait toujours dans l'espace. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait du jour au lendemain ? Eh bien, à peu près la même chose, mais en bien pire. Le Soleil est le plus grand objet céleste de notre système solaire et il maintient toutes nos planètes alignées. Elles orbitent autour de lui et restent bien tranquilles à leur place. Sans cet objet stabilisateur, les planètes se mettraient à errer, vagabondes. Il se pourrait même que des collisions se produisent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans le Soleil, le système entier se désarticulerait et les plantes seraient condamnées à flotter au hasard à la recherche d'une nouvelle étoile autour de laquelle graviter. La Terre pourrait être l'une de ces planètes. Notre planète serait quand même plongée dans l'obscurité. Nous voyagerions dans l'espace à une vitesse exceptionnelle. La Terre ne tournerait pas sur elle-même et de nombreux objets viendraient s'écraser sur nous. Nous serions dans la trajectoire des comètes et elles seraient probablement nombreuses à nous percuter. La menace du froid ne serait plus si importante. Mais le danger serait tout autour de nous. Cela signifie que nous devrions creuser nos bunkers encore plus profondément. Nous n'aurions plus d'atmosphère pour nous protéger. Nous flotterions dans l'espace pendant une éternité. Mais revenons à ce scénario dans lequel le Soleil s'est tout simplement éteint. Ne t'inquiète pas, notre planète serait toujours en orbite autour de son astre avec les autres planètes. Les températures continueraient à chuter jusqu'à ce que plus rien ne puisse survivre à la surface. L'obscurité serait totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seules certaines bactéries et éventuellement des tardigrades seraient en mesure de survivre. Les tardigrades sont des créatures microscopiques qui peuvent rester en vie dans presque n'importe quelle condition, y compris dans l'espace. Finalement, l'oxygène serait absent de la surface de la Terre et il n'y aurait plus rien là-haut à part eux. Comme ils seraient les créatures dominantes, et peut-être même les seules, ils parviendraient à évoluer, à grandir et à donner naissance à de nombreuses autres espèces. Des centaines de milliers d'années dans le futur, les humains auront peut-être évolué en s'adaptant aux conditions souterraines. Nos yeux seront beaucoup plus grands afin de capter le plus de lumière possible. En l'absence du soleil, notre peau aura perdu toute pigmentation. Notre ouïe sera aussi beaucoup plus sensible, car les échos sont nombreux dans les souterrains.
Notre intellect sera intact et nos corps seront enfin prêts pour la surface. La principale menace, ce seront les tardigrades géants qui régneront paresseusement à la surface. Sous un microscope, ils ont l'air plutôt mignons, mais imagine-les de la taille d'un ours polaire. Ne prendrais-tu pas tes jambes à ton cou si tu en voyais un dans ton jardin ? Ils peuvent vivre n'importe où, donc ils pénétreraient dans les bunkers de temps en temps. Ils deviendraient méchants et se présenteraient sous différentes tailles et sous diverses formes. À ce stade, les humains ne seraient plus l'espèce dominante, étant restés cachés sous terre pendant si longtemps. Les tardigrades, formant différentes tribus, se livreraient des guerres. Les grandes villes, autrefois animées, abriteraient ces oursons d'eau géants. On donne communément le nom d'ourson d'eau aux tardigrades, car ils ressemblent un peu à de petits ours. Mais ces bêtes à 8 pattes seraient en réalité bien plus grandes. Les ours et la plupart des animaux auraient été anéantis. Sous la glace, certaines créatures des profondeurs prospéreraient et se seraient rapprochées de la surface. Ces animaux étaient déjà habitués à vivre dans l'obscurité, loin du soleil. Mais après avoir dominé les eaux pendant des milliers d'années, ils auraient atteint des proportions énormes. Certaines de ces créatures s'adapteraient et ramperaient sur la terre ferme. Même sur un sol gelé, elles trouveraient le moyen de se frayer un chemin. Les humains, quant à eux, créeraient de grands canaux et réseaux souterrains, construisant des villes et des colonies. Nous dominerions ces tunnels et nos mains et nos pieds prendraient la forme de grandes palmes. Nous prendrions le contrôle de tout ce qui se trouve sous terre et resterions l'espèce la plus intelligente. Nous parviendrions à conserver toutes nos anciennes œuvres d'art, ainsi que les dossiers qui nous rappelleraient notre passé sur Terre. Nous nous efforcerions de survivre coûte que coûte. Et si nous vivions dans un monde où la Lune et le Soleil échangeaient pour leur place ? Oui, je sais à quoi vous pensez. Les conséquences seraient énormes et catastrophiques. Mais voici une perspective intéressante. Et si nous survivions malgré tout ? À quoi ressemblerait notre vie dans ce nouveau monde et que se passerait-il dans le système solaire ? Nous allons le découvrir. Commençons par la Lune. Saviez-vous que c'est la Lune qui cause les marées sur Terre ? Vous savez ce phénomène qui fait que l'océan avance et recule comme s'il jouait à un match de beach volley ? On doit cela à la force gravitationnelle de notre satellite. Et grâce à la Lune, la rotation de la Terre reste stable. C'est assez important si on ne veut pas finir comme Uranus, qui tourne sur le côté. Pauvre petite Uranus. En outre, elle nous sert aussi de bouclier, nous protégeant de certains des rayons cosmiques les plus nocifs, des astéroïdes et des débris spatiaux, comme un vrai garde du corps. Et sans notre satellite, nous pourrions même ne pas exister pour profiter du bon temps et faire des blagues. Certains scientifiques pensent que la Lune a joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre. Sans son attraction gravitationnelle, notre climat serait incroyablement erratique. Et selon eux, la Lune aurait même redistribué l'eau sur notre planète. Et nous savons tous que l'eau signifie la vie. Quant au Soleil, nous savons tous combien il est important. Il fournit de la lumière, de la chaleur et de l'énergie à toutes les planètes. Mais comme tout bon hôte lors d'une fête, le Soleil peut parfois être un peu trop intense. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une étoile extrêmement puissante et massive avec une température de surface approchant les 5540 degrés Celsius. Si nous n'avions pas notre couche d'ozone, nous brûlerions tous instantanément. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Les scientifiques ont pris cette distance et l'ont transformée en une unité de mesure, une unité astronomique ou UA. La distance la plus proche à laquelle la Terre pourrait s'approcher du Soleil sans être complètement détruite est d'environ 0,9 UA. D'un autre côté, si nous nous éloignons trop, plus de 1,2 UA, notre planète se transformerait en boule de neige. Nous avons donc eu beaucoup de chance. À côté de ça, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 0,002 UA, soit 3,642 km. C'est vraiment super proche. Maintenant que nous connaissons l'importance du Soleil et de la Lune, et à quel point leur position affecte notre monde, essayons de les échanger. Le résultat ne peut pas être si mauvais. Tout d'abord, imaginons un instant que le Soleil se trouve à la place de la Lune. Vous savez probablement déjà ce qui nous arriverait. La chaleur intense et les radiations du Soleil seraient comme le pire sauna du monde. La température sur Terre augmenterait super vite. Toute forme de vie se transformerait en un instant en un tas de cendres. Mais la destruction ne s'arrêterait pas là.
l'atmosphère et les océans seraient emportés par les vents solaires, laissant la planète exposée et vulnérable aux radiations et aux particules provenant du Soleil. Ce serait comme si un énorme sèche-cheveux spatial, à pleine puissance, soufflait d'un coup tout ce qui se trouve sur Terre. Oubliez la fonte des calottes glaciaires, la planète entière ne serait plus qu'une immense flaque. Mais il s'agit là d'une hypothèse fondée sur la science. Quel ennui! Maintenant, imaginons que nous survivions d'une manière ou d'une autre survivre à cette catastrophe. Par exemple, avec l'aide d'une technologie super avancée qui nous empêcherait de finir grillés. Tout d'abord, même si notre planète réussissait à survivre, la situation serait tout de même assez torride, car le Soleil continuerait à émettre beaucoup plus de chaleur et d'énergie que la Lune. Et puis, contrairement à la Lune, qui traverse des périodes d'obscurité, le Soleil dispose d'une source d'énergie constante grâce à la fusion nucléaire. Ainsi, au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'avoir froid, mais nous transpirerions abondamment dans notre sommeil. Bien sûr, toute cette chaleur en plus aurait de sérieuses conséquences sur nos écosystèmes. Les plantes et les animaux devraient donc s'adapter pour survivre, et nous verrions des changements majeurs dans la façon dont fonctionne la vie sur Terre. Imaginez la confusion des animaux nocturnes. Sans la Lune, ils n'auraient aucune idée de comment s'orienter et chasser. Alors, que ferions-nous dans ce nouveau monde excessivement chaud ? Eh bien, peut-être que nous construirions des serres très sophistiquées qui piégeraient toute cette chaleur. Ou nous utiliserions de grands miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes pour réguler la quantité de lumière que recevrait la Terre. Ensuite, nous avons la gravité du Soleil. Nous avons dit plus tôt que la force gravitationnelle de la Lune est exactement ce qu'il faut pour stabiliser l'orbite de la Terre. Du coup, si nous la remplacions par une très grosse étoile, les choses deviendraient assez folles. Nous assisterions à des changements extrêmes dans les saisons, le climat et toutes sortes de choses liées à la météo. Notre vie quotidienne, ce serait un peu comme d'essayer de danser sur un pied pendant un tremblement de terre. La Terre se mettrait à tourner sur elle-même extrêmement vite. Nos journées seraient plus courtes, nos nuits plus longues, et ce serait le chaos pour les horaires de boulot et les anniversaires. Existe-t-il un moyen de corriger cela ? Hypothétiquement, nous pourrions utiliser de gigantesques vaisseaux spatiaux ou d'autres technologies pour ajuster artificiellement l'orbite et la rotation de la Terre. Par exemple, en lançant des fusées ou des remorqueurs qui pousseraient lentement notre planète vers une nouvelle orbite plus stable et plus cohérente. Mais ce n'est pas tout. Toute cette gravité affecterait nos marées de manière spectaculaire. Nous aurions des vagues tellement hautes que les surfeurs auraient besoin de bouteilles de plongée pour pratiquer leur sport. Et imaginez-vous en train de piloter un bateau au milieu d'un ouragan tout en faisant du rodéo. La Lune mélange les nutriments dans l'océan et est d'une grande aide à la vie marine. Mais si nous échangions le Soleil et la Lune, ces eaux riches et pleines de vie disparaîtraient très vite. L'océan deviendrait une soupe sans vie, avec rien d'autre que des algues et du plancton pour nous tenir compagnie. Nous serions obligés de nous rabattre sur des sandwichs aux algues et de boire de l'eau traitée pour survivre. Et soyons réalistes, personne ne voudrait d'un monde sans sushi. Alors, que faire ? Nous pourrions essayer de créer des marées artificielles ou d'imiter l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan. Par exemple, en utilisant des pompes ou d'autres mécanismes qui déplaceraient de grands volumes d'eau et créeraient un effet de marée. Ou nous pourrions essayer d'aider la vie marine à s'adapter au nouvel océan, moins riche en nutriments. Peut-être en développant la pisciculture ou l'aquaculture. Enfin, n'oublions pas le rayonnement. Le Soleil est une véritable usine à radiation. Elle pourrait sérieusement perturber notre santé et nos appareils électroniques. Vous pensez que votre téléphone est fragile ? Imaginez ce qu'il deviendrait lors d'une énorme éruption solaire. Nous aurions donc besoin d'une technologie de protection très avancée. Des matériaux capables de résister à des températures plus élevées que le plus fort des piments rouges et des champs magnétiques suffisamment puissants pour dévier les particules chargées. Ah oui, et des tonnes de crème solaire. En bref, si nous remplacions la Lune par le Soleil et que nous réussissions par miracle à éviter la grosse cata, notre monde serait complètement différent de celui que nous connaissons. Mais la Terre ne serait pas seule à ressentir ces effets. Que se passerait-il donc pour le reste du système solaire ?
D'abord, si le Soleil, avec sa puissante attraction gravitationnelle, prenait la place de la Lune, les orbites des autres planètes se verraient sérieusement chamboulées. Nos voisines seraient projetées dans toutes les directions comme des autotamponneuses. Et elles souffriraient elles aussi de la personnalité ardente du Soleil. Comme nous, il leur faudrait faire face aux radiations et aux particules chargées. Enfin, le champ magnétique du Soleil est incroyablement puissant, et s'il prenait la place de la Lune, les autres planètes seraient contraintes de danser à son rythme. Cela provoquerait partout des tempêtes électriques, des aurores et d'autres effets complètement fous. Et qu'arriverait-il à la Lune elle-même ? Hélas, son règne au centre de notre système solaire ne durerait pas très longtemps. Il est fort probable qu'elle se mette à orbiter autour du Soleil et soit engloutie par ce dernier, ou qu'elle s'envole tout simplement très loin de chez nous. Alors voilà, notre petite farce cosmique a terriblement mal tourné. Mais c'était fictif. Et nous pouvons être reconnaissants que ce scénario soit physiquement impossible. Continuons donc à profiter de la Lune et du Soleil qui nous donnent la vie à des distances idéales. Regarde, la lumière derrière ta fenêtre vient de devenir plus forte. Il est 21h30 et tu as un examen très important à passer demain. Tu jettes un coup d'œil pour voir si tes voisins sont encore en train d'utiliser leur projecteur, mais ils sont sortis regarder le ciel. Tu passes ta tête dehors et tu remarques que la Lune a beaucoup grossi. Elle a doublé de taille. Tu cours à l'extérieur pour demander aux gens ce qu'il se passe. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. Tu prends une photo et tu la publies sur les réseaux sociaux. Tu consultes ensuite ton flux et tu vois que tout le monde parle de la même chose. Le ciel nocturne est plus clair, car la Lune a maintenant une plus grande surface pour refléter la lumière du Soleil. Tu te sens comme déséquilibré quand tu marches. Chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression d'être plus léger que d'habitude. Comme la Lune est devenue très grande, son attraction gravitationnelle est plus forte, et donc la gravité sur Terre est plus faible. Soudain, tu baisses les yeux et tu sens que tes chaussettes sont mouillées. Tu cours, puis tu sautes sur le toit d'une voiture et tu vois que de l'eau est en train d'inonder ton quartier. Les gens grimpent où ils peuvent, ou se précipitent chez eux. Ce n'est pas une bouche d'incendie qui a explosé et qui crache de l'eau. C'est celle de l'océan qui est en train de tout inonder. Tu te sens désorienté et tu perds l'équilibre. En glissant, tu tombes dans l'eau qui continue de monter. Certains se sont réfugiés dans leur voiture, mais ils ne peuvent aller nulle part. Tu vis près de l'océan, mais de toute ta vie, il n'y a jamais eu ni tsunami ni inondation d'ampleur. Aucun tremblement de terre n'a été signalé dans la région. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu cours jusqu'à chez toi, pour voir si tu peux trouver ton vieux bateau gonflable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ta pompe pour le gonfler. Alors, au début, tu le gonfles en soufflant dedans, mais tu réalises que ça va te prendre une éternité. Tu cherches une solution, puis tu tombes sur ton sèche-cheveux. Tu le branches et tu gonfles le bateau autant que tu peux. Puis tu recommences à souffler pour terminer le travail. Le niveau de l'eau augmente de seconde en seconde, et maintenant elle a pénétré ta maison. Tu fais ton sac, une bonne lampe de poche, un peu de nourriture et des couvertures thermiques. Tu descends et tu t'aperçois que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Tu continues à marcher jusqu'à la porte. Dehors, l'eau te pousse de tous les côtés. Les vagues sont puissantes. Comme la gravité a changé, il n'est pas facile de nager. Tu montes sur ton bateau et tu descends le courant dans ta rue. Comme nous sommes en plein mois de février, l'eau est glacée, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au bout d'un moment, tu atteins l'autoroute. Ici, l'eau arrive directement de la plage. Tu as réussi à gagner une hauteur et tu sors ton téléphone. Tu l'avais rangé dans la poche imperméable de ton sac afin de le garder au sec. Il ne te reste que 15% de batterie. Mais par chance, tu as apporté de quoi la recharger. Tu appelles ta famille pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'en savent pas plus que toi. Tu t'aventures ensuite dans la forêt à la recherche d'une vieille cabane où tu passais du temps quand tu étais plus jeune. Peut-être y aurais-tu laissé ta vieille bicyclette ? Tu la retrouves rapidement et tu traverses la montagne à vélo pour échapper à l'inondation. Tu as du mal à garder ton équilibre à cause du changement de gravité. Des scientifiques sont assis devant des ordinateurs portables et des feuilles de calcul. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Tout le monde crie et lance des solutions au hasard, mais rien ne semble avoir de sens. Au bout d'un moment, le chef de la NASA décide de lancer une fusée sans pilote sur la Lune. La fusée est prête en quelques heures. Et tout le monde attend les ordres. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élève dans les airs en direction de la Lune. Elle sort de l'atmosphère terrestre et voyage à toute vitesse.
Après quelque temps, tout le monde peut voir les images de la Lune gigantesque. Selon les scientifiques, la fusée ne doit pas trop s'approcher de la Lune en raison de sa forte attraction gravitationnelle. Mais sur les images, on voit que de petites particules flottent autour du satellite. On dirait les anneaux de Saturne. Ces anneaux ressemblent à un disque géant autour de la grande planète. Mais de plus près, ce ne sont que des particules allant de la taille d'un grain de riz à celle d'un grand bus. On trouve ces particules en orbite autour de Saturne en raison de son énorme force gravitationnelle. Autour de la Lune, les images montrent là aussi que ces objets sont de diverses tailles. Et cela représente un danger pour la fusée qui s'approche. Alors elle interrompt son vol et se place en orbite autour de la Lune, puis lance un petit engin qui ressemble à un drone. Certains débris ont une taille considérable, ce qui rend difficile la manœuvre de l'appareil. Il vole plus près et les débits commencent à s'écraser sur lui. Heureusement, cette mini-fusée est extrêmement solide. Elle réussit finalement à passer le mur de particules et atterrit sur la Lune. Sa gravité est plus forte depuis qu'elle a grossi, et la fusée manque d'être réduite en miettes. Dès qu'elle atterrit, un autre robot en sort et commence à rouler sur la surface à la recherche d'indices. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on remarque un frémissement provenant des profondeurs de la Lune. Quelque chose d'anormal se produit au niveau du noyau. On dirait qu'il est en train de devenir de plus en plus gros. Les scientifiques ne savent pas s'il cessera de croître à un moment donné. La seule façon de le savoir est de percer un trou à l'intérieur pour découvrir la raison de ce phénomène. Tu pédales toujours et tu atteins enfin l'autre côté de la montagne. Le sol tremble et ton équilibre est encore plus affecté. Tu regardes de l'autre côté de la montagne et tu vois que toute cette partie de la ville est inondée. Tu prends ton bateau gonflable et tes provisions et tu continues ton chemin. Tu trouves une barque et tu rames aussi vite que tu peux afin de gagner le phare. Tu pourras y chercher le QG de la NASA. Soudain, tu vois une grande fusée qui s'élance vers le ciel. Tu sais que ton frère est là-bas en train de travailler. Mais les réseaux cellulaires sont en panne. Tu continues à ramer vers un endroit sûr. La petite fusée qui a atterri sort une petite foreuse suffisamment puissante pour creuser à des kilomètres sous la surface. Il faudra des jours pour qu'elle atteigne le centre. Alors, la NASA lance une autre fusée qui transporte une plus grande foreuse. Le problème, c'est que la Lune continue à grossir et que les particules autour de la Lune augmentent en nombre. La Lune est en train d'atteindre la taille de la Terre et grandit de minute en minute. L'inondation pourrait atteindre plusieurs villes côtières et de nombreuses petites îles pourraient être submergées. Il faut donc trouver une solution. La gravité pourrait affecter la structure des bâtiments et les faire s'effondrer les uns après les autres. Mais le petit robot ne le permettra pas. Il continue donc de creuser pour comprendre ce qui se passe sur la Lune. Certaines roches semblent devenir plus chaudes à mesure qu'il s'enfonce sous la surface. Cela peut être le signe que l'expansion de la Lune pourrait mener à une explosion. Les scientifiques présents dans la salle sont déconcertés. Ils ne savent pas quoi faire. Le directeur de recherche, qui se trouve être ton frère, essaye de t'appeler mais n'arrive pas à te joindre. Pendant ce temps, tu rames toujours pour rejoindre la NASA. Mais tu dois retourner dans les montagnes, car les risques sont grands. Lorsque tu parviens à la vieille cabane, tu vois des hommes étranges vêtus d'imperméables. Ils sont à ta recherche. Une fois qu'ils t'ont vu, ils se lancent à ta poursuite. Ils sont très bizarres, un peu comme des extraterrestres. La foreuse a atteint sa profondeur maximale et ne peut plus descendre. De plus, la transmission du signal s'affaiblit. Soudain, une silhouette surgit et braque ses feux sur le robot. La transmission se brouille et on ne voit plus cette silhouette géante que partiellement. Une petite créature descend et se dirige vers le robot. Tout le monde à la NASA panique devant ces images. Personne n'arrive à croire ce qu'il se passe. Au bout d'un moment, la créature transmet un signal que la NASA n'est pas en mesure de déchiffrer. Mais la créature semble amicale. Elle retourne dans son vaisseau et en un instant, elle disparaît dans les airs en se téléportant. La Lune commence à rapetisser pour revenir à sa taille normale. Tout le monde exulte à la NASA et sur toute la planète. Les courants se calment et refluent vers les côtes. Par chance, tout le monde était en sécurité dans les collines. Un jour, vous marchez dans la rue, muni d'un masque relié à une bouteille d'oxygène. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y a de nuages nulle part dans le monde. Vous remarquez une jeune fille qui a du mal à respirer. Vous lui prêtez votre masque pour qu'elle puisse reprendre souffle. Puis quelqu'un crie soudain « Mettez-vous à l'abri !» Vous entendez alors un grand sifflement et vous voyez une sorte de force invisible qui arrache les arbres du sol et déplace les voitures qui sont garées. Vous vous cachez dans la maison la plus proche.
Un vent glacial et puissant balaie le paysage. Tous ces étranges phénomènes sont dus à l'atmosphère qui s'est inversée. Pour comprendre ce qui se passerait si l'atmosphère de la Terre changeait aussi radicalement, il faut d'abord comprendre ce qu'est une atmosphère. En termes simples, il s'agit d'une couverture d'air qui enveloppe notre planète. Elle nous réchauffe, nous protège et nous permet de respirer. L'atmosphère se compose de 5 couches principales: la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La troposphère est la couche la plus lourde. Elle représente environ 80% de la masse totale de l'atmosphère. Les nuages, la poussière et les particules d'eau volent dans cette première couche. Elle contient plus d'oxygène que les autres couches et exerce sur nous la pression atmosphérique la plus forte. En fait, tout l'air qui nous entoure a un poids. Au niveau du sol, ce poids est d'environ 15 livres par pouce carré. L'air enveloppe tous les objets matériels, mais nous ne ressentons pas ces 15 livres par pouce carré, ou PSI, parce que notre pression interne est égale à cette valeur. L'air est dispersé dans l'atmosphère et sur le sol. Plus nous montons, plus la pression atmosphérique et les niveaux d'oxygène sont bas. Par exemple, les alpinistes, lors de l'ascension d'une haute montagne, utilisent des bouteilles d'oxygène pour permettre à leur corps de s'adapter au changement de l'air. Dans les avions, la pression est artificielle afin que les passagers se sentent à l'aise au décollage, à l'atterrissage et pendant toute la durée du vol. L'air le plus saturé, et en même temps le plus lourd, se trouve donc dans la première couche. Mais dans une atmosphère inversée, elle serait la plus éloignée de nous. La couche suivante est la stratosphère. Elle joue le rôle de bouclier. La stratosphère est constituée d'ozone, qui absorbe la majeure partie du rayonnement solaire et l'empêche d'atteindre le sol. En d'autres termes, les rayons du soleil sont filtrés par la stratosphère. Ils perdent leurs propriétés nocives, et notre planète est réchauffée sans être menacée. Vient ensuite la mésosphère. C'est dans cette couche que les températures sont les plus basses. La pression atmosphérique y est faible, mais l'air est suffisamment dense pour brûler les météorites. La thermosphère suit la mésosphère. Elle est soumise aux rayons du soleil. La température y est d'environ 2000 degrés Celsius, soit près d'une fois et demie plus élevée que dans un volcan. La dernière couche est l'exosphère. C'est la dernière frontière de notre atmosphère. Après ça, c'est l'espace. La pression y est si faible que les molécules de gaz s'échappent et filent vers les étoiles lointaines. Voici donc comment les choses se passent dans une atmosphère ordinaire. Les rayons du soleil éclairent l'exosphère, où il ne se passe presque rien. Ils chauffent ensuite la thermosphère et traversent la mésosphère froide. La lumière du soleil se refroidit en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère. Ensuite, ces rayons franchissent la couche la plus lourde et la plus dense, la troposphère, et atteignent le sol. Voyons maintenant comment tout cela fonctionnerait dans une atmosphère inversée. La troposphère, avec tous les nuages, l'eau et l'oxygène, s'élèverait vers le haut. Les rayons du soleil brûleraient toute l'humidité. Les nuages disparaîtraient du ciel. Ensuite, les rayons du soleil se refroidiraient légèrement en traversant la couche d'ozone. La stratosphère absorberait toutes les radiations. Les rayons traverseraient ensuite la mésosphère froide et atteindraient rapidement la surface de notre planète. La thermosphère et l'exosphère n'auraient pratiquement aucun effet sur les rayons. Si notre planète avait une atmosphère inversée, la sécheresse s'installerait à grande échelle. Tous les nuages de pluie se disperseraient dans les couches supérieures. Toute l'humidité de la Terre commencerait à s'évaporer et à s'accumuler dans l'exosphère et la thermosphère. Nous aurions alors une nouvelle troposphère. Elle serait remplie de gaz, de particules d'eau et de poussière. L'ancienne troposphère, qui se trouverait maintenant tout en haut, perdrait son poids et se transformerait en exosphère. Mais qu'adviendrait-il alors de l'oxygène ? Plus on monte, plus la pression diminue et moins il y a d'oxygène. Mais dans l'atmosphère inversée, il y aurait moins d'oxygène et moins de pression, plus près de la surface de la Terre. Au début, les gens auraient l'impression de se trouver sur le mont Everest. Beaucoup perdraient les connaissances ou seraient pris de violents vertiges. D'autres auraient de fortes migraines et se sentiraient mal à cause de la dilatation des vaisseaux sanguins. Mais qu'arriverait-il aux personnes qui ont l'habitude de grimper en haute montagne ? Elles s'adapteraient plus facilement. Toutes les autres en feraient de même, mais plus lentement. Et lorsque les gens se sentiraient à l'aise dans de telles conditions, ils commenceraient à en tirer profit. Nous ressentirions moins de résistance à l'air. Ce serait un peu comme le vide dans l'espace.
Les voitures rouleraient de plus vite et consommeraient moins d'essence. Les gens créeraient des trains pouvant se déplacer à la vitesse du son. Nous serions moins fatigués quand il nous faudrait courir. Mais en même temps, les avions voleraient beaucoup plus lentement car ils devraient, eux, traverser d'épaisses couches d'air. Il ne pleuvrait pas longtemps et il ferait toujours beau. Au lieu d'avoir du mauvais temps, nous serions confrontés à des courants jets. Aujourd'hui, ces puissants vents glacés circulent dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ils soufflent sur le sommet du mont Everest et représentent un grave danger pour les alpinistes. Lorsque les rayons du soleil réchauffent l'air, celui-ci s'élève et rencontre des vents froids, qui poussent l'air chaud encore plus haut. Il se transforme alors en courant jet. Ce type de vent souffle à 112 km/h. Il peut facilement arracher un arbre ou des toits. Il nous faudrait construire des maisons et des abris solides pour survivre à cette calamité. Mais en fin de compte, la surface de la Terre se réchaufferait et pousserait les courants jets vers le haut. En d'autres termes, même si l'atmosphère se mettait sans dessus-dessous, tout reviendrait à sa place tôt ou tard. Cela se produira peut-être dans quelques centaines ou dans des millions d'années. Dans tous les cas, les lois de la physique et de la nature ramèneront notre planète à son état antérieur. Mais toutes les créatures vivantes ne vivront peut-être pas assez longtemps pour en être témoins. Mais que se passerait-il si l'atmosphère de la planète se retournait constamment? Il est peu probable que cela se produise sur Terre, mais il existe dans le système solaire un objet spatial dont l'atmosphère est inversée. Tous les éléments solides qui s'y trouvent s'évaporent et s'élèvent, tandis que l'atmosphère s'enfonce et devient plus dense. Ainsi, le sol et le ciel de ce corps spatial ne cessent de basculer. Cet étrange objet céleste est Pluton, l'ancienne planète. La distance moyenne entre Pluton et le Soleil est d'environ 5,8 milliards de kilomètres. L'orbite de Pluton est elliptique, c'est-à-dire ovale et inclinée par rapport à l'orbite des autres planètes. Lorsque Pluton se rapproche du Soleil, elle reçoit un peu de chaleur. Cette chaleur est alors suffisante pour transformer la glace de surface en gaz. Plus ce gaz s'élève, plus il se réchauffe. C'est assez étrange car sur Terre, c'est l'inverse. Plus l'air est haut, plus il est froid. Imaginez maintenant un monde qui n'a pas de surface solide, mais seulement une atmosphère. Il s'agit de Jupiter, la plus grande planète de notre système, et qui est constituée de gaz. Elle est composée à 90% d'hydrogène, les 10% restants étant essentiellement constitués d'hélium. Jupiter conserve tous ces gaz en son sein grâce à sa puissante force de gravité. Et plus ils sont proches du centre, plus leur concentration est importante. Si un énorme vaisseau spatial tentait d'atterrir à la surface de Jupiter, il lui faudrait beaucoup de temps pour atteindre le noyau de la planète. Mais en réalité, il lui serait impossible d'atteindre ce centre, car le poids des gaz environnants l'écraserait fatalement. Saturne a une structure similaire. La gravité des gaz de cette planète est si forte qu'elle fait tourner ses anneaux, qui sont constitués de morceaux de comètes et d'astéroïdes. Cette couverture d'air atmosphérique sur notre planète est idéale pour toutes les créatures vivantes. Depuis des millions d'années, l'évolution crée des organismes capables de s'adapter à ces conditions atmosphériques. Une bonne chose, n'est-ce pas? Si la Terre rétrécit et perd sa masse, alors la force de gravité deviendra plus faible chaque jour. Les gens réussiront à sauter plus haut et à flotter dans les airs. Il n'y aura pas assez d'air puisque toute l'atmosphère s'envolera tout simplement dans l'espace. Tout deviendra léger. L'eau se transformera lentement en gaz et la Station spatiale internationale et la Lune quitteront l'orbite de la Terre pour aller faire du surf dans l'espace. Mais si la Terre se mettait à rétrécir de 2 cm par seconde et ne perdait pas de masse, alors tout notre système solaire disparaîtrait en 15 à 17 ans. Le nombre de catastrophes naturelles augmenterait de façon exponentielle. Et tout cela commencerait par une petite poussée. Tu es au supermarché en train de faire tes courses quand tu ressens soudain un tremblement de terre. Il n'est pas fort, mais il fait tomber un paquet de chips de l'étagère. À partir de ce moment, la Terre commence à rétrécir vers l'intérieur. Imagine un ballon qui se dégonfle lentement. Sa taille diminue de seconde en seconde, mais son poids reste le même, ce qui signifie que sa densité augmente. La même chose se produit avec notre planète. Tout, du noyau à la croûte terrestre, se comprime lentement vers l'intérieur. Mais les océans, la végétation, les maisons, tout reste à l'identique. Le premier jour, les gens ne remarquent pas la différence. Pendant la journée, notre planète rétrécit de 2 km. Cela représente 0,01% de la Terre entière.
Après un mois, tu peux te sentir légèrement mal. Maux de tête, faiblesse, fatigue accrue. Ton corps ressent des changements de pression. La Terre rétrécit de 64 km en un mois. Le poids de la planète reste inchangé, mais sa densité augmente. Lorsque tu te trouves sur un objet qui diminue et dont la densité augmente, tu ressens en même temps le renforcement et l'affaiblissement de la gravité. Il t'est difficile de bouger tes pieds, mais le haut de ton corps te semble léger. Tu vis près du rivage, alors tu remarques que le niveau de l'eau a augmenté. Tu prends une poignée de sable, il semble plus lourd que d'habitude, mais au niveau de ta tête, le sable perd un peu de poids. Cela se produit parce qu'il y a une gravité accrue en bas. Plus tu montes, plus la gravité s'affaiblit. Mais à chaque seconde, le niveau de gravité renforcé augmente. Tu peux arriver au dernier étage d'un gratte-ciel et ressentir une incroyable légèreté. Mais plus tu descends, plus la pression devient forte. Dépêche-toi, le gratte-ciel va bientôt tomber. La gravité et le changement de forme de la Terre détruisent les villes du monde entier. Les fondations des bâtiments s'effondrent à cause du rétrécissement constant de la croûte terrestre. Les maisons deviennent plus lourdes et font beaucoup plus de bruit lorsqu'elles s'effondrent. La poussière s'élève haut dans les airs et s'envole vers le ciel. Une partie de la poussière se dépose plus rapidement sur le sol à cause de la gravité. Les mois passent. Dans les forêts, les arbres tombent car le sol compresse et brise leurs troncs. La production agricole est interrompue. Maïs, blé, tournesol, tout cesse de pousser dans de telles conditions. Après une promenade dans le parc, tes jambes sont si fatiguées que tu as l'impression d'avoir couru un marathon. Lorsque tu es allongé dans ton lit, il t'est difficile de te lever. Tu as l'impression qu'un énorme aimant te tire vers le bas. De plus, tu sens un poids sur tes paupières. Ton corps ressent constamment la même tension que celle que tu ressens au milieu de ta séance d'entraînement à la salle de sport. Tu dormirais facilement aux étages supérieurs, mais ils n'existent plus depuis que tous les bâtiments se sont effondrés. La pression atmosphérique augmente, ce qui provoque des maux de tête. Les centrales électriques et les usines ne fonctionnent plus. Les barrages se brisent et l'eau inonde de nombreuses villes. Internet a disparu. Plus aucun avion ne vole dans le ciel. Tous les outils de navigation cessent de fonctionner correctement car le paysage entier de la planète est en train de changer. Il n'y a plus de gadgets électroniques en état de marche dans le monde. Toutes les voitures consomment plus d'essence maintenant car leur poids augmente en raison de la gravité accrue. Tu deviens aussi un peu plus lourd. Tes jambes doivent résister à une énorme charge. Tes baskets se déchirent à cause de la pression croissante. Les rochers et les collines s'affaissent au sol. Des avalanches se déclenchent dans les zones enneigées. La modification de la taille des plaques tectoniques réveille les volcans. Ils crachent des millions de tonnes de cendres dans le ciel, mais elles se déposent rapidement sur le sol. Le sable s'écoule plus vite dans les sabliers, de même que l'eau qui sort des bouteilles. Lance un ballon de basket en l'air et il retombera plus vite au sol. Mais tu ne peux même pas jouer au basket puisque le ballon ne rebondit plus du tout. Désormais, il est aussi lourd qu'une boule de bowling. Le niveau de la mer monte de plus en plus haut. Les couches supérieures des océans inondent de nombreuses villes côtières. La pression de l'eau sur le plancher océanique augmente plusieurs fois. Aucune créature vivante ne peut survivre dans de telles conditions. Alors tous les énormes calmars et autres monstres nagent des profondeurs vers la surface. La nuit, tu regardes le ciel étoilé et tu remarques que la Lune est devenue un peu plus petite. Elle s'éloigne de la planète, mais pas pour longtemps. Les astronautes de l'ISS paniquent. Ils ont l'impression que la station s'est éloignée de la planète. Cependant, ils sont toujours dans l'orbite de la Terre. La planète diminue de taille, mais ne perd pas sa masse. Les forces gravitationnelles de la Terre restent inchangées pour l'ISS. Mais maintenant, la station vole beaucoup plus vite autour de la planète. L'eau inonde presque tous les continents. Avant, les nuages étaient hauts dans le ciel, mais maintenant, ils descendent plus bas et couvrent la surface de la planète d'un épais brouillard. Les gouttes de pluie tombent plus vite et frappent le sol plus fort. La température baisse dans le monde entier. La planète s'éloigne du Soleil et gèle lentement. Mais ensuite, tout change. L'eau revient. Désormais, la force gravitationnelle de la planète est si forte qu'elle remet les océans à leur place. La pression de l'eau augmente. Il est beaucoup plus difficile de nager, même près du rivage. La densité de la Terre atteint des valeurs colossales. Maintenant, si tu trébuches et tombes, tu ne pourras pas te relever. Seuls les petits animaux et les insectes peuvent se déplacer aussi vite qu'avant. Plus un objet est léger, moins la gravité l'affecte. Une année passe.
La Terre a rétréci vers l'intérieur de 750 km. L'air, les gaz, l'atmosphère, tout devient si dense et lourd qu'il est difficile de respirer. Tu ne survivras pas longtemps dans de telles conditions. La planète qui rétrécit nous éloigne du Soleil. Le ciel devient gris car la lumière provenant du Soleil a diminué. Les nuits deviennent trop sombres. La Lune n'éclaire plus le ciel nocturne. Un stylo posé sur une table semble plus lourd qu'un haltère. La table ne peut pas le supporter et se brise sous un tel poids. 8 années se sont écoulées. La taille de la planète est réduite de moitié. Cependant, son poids reste le même. Toutes les mers et tous les océans ont gelé à cause de la baisse de température et de l'augmentation de la pression. La planète qui rétrécit exerce une pression énorme sur les minéraux naturels cachés dans la croûte. Cela crée des conditions idéales pour l'apparition des diamants. Avant, ils se trouvaient à une profondeur de 100 km. Désormais, ils affleurent à la surface. 10 ans ont passé. Le diamètre de la Terre a diminué de 7500 km. Notre planète est plus petite que la Lune, mais presque 80 fois plus lourde. Tous les satellites spatiaux qui survolent la planète sont tombés sur la Terre glacée. La Terre est en train de devenir l'un des objets spatiaux les plus denses de l'univers. La force de sa gravité attire la Lune. Elle se brise en millions de morceaux et vole autour de notre planète sous la forme d'une ceinture de pierre. 17 ans se sont écoulés. Notre planète peut tenir sur la pointe d'un cheveu. Mais elle n'a pas perdu sa masse. La densité colossale sur une si petite surface transforme notre Terre en un trou noir. Elle devient de plus en plus lourde et massive. Toutes les planètes du système solaire s'effondrent à mesure que l'obscur géant gravitationnel grandit. La lumière du Soleil y entre et ne ressort jamais. Le trou noir absorbe non seulement la matière, mais aussi le temps. Il devient des milliers de fois plus lourd que le Soleil. Notre étoile se divise en millions de fines bandes de lumière et libère les flux d'énergie les plus puissants. Le trou noir l'absorbe. Tu es en train de te détendre dans ta chambre en écoutant de la bonne musique quand soudain le réseau tombe en panne. Tu essaies de redémarrer ton téléphone mais il n'y a toujours pas de connexion. Ta sœur débarque dans ta chambre en panique. Elle hurle quelque chose à propos d'anneaux. Des anneaux de quoi? Des anneaux de mariage? Des anneaux dans la baignoire? Ça n'a aucun sens. Alors elle te traîne hors de la maison et te montre le ciel. Tu lèves les yeux et tu vois des traînées d'objets se former à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Sa connexion semble fonctionner. Tous les deux, vous vérifiez en ligne ce qui se passe. Et partout, c'est la même histoire qui fait la une des journaux. Des anneaux apparaissent tout à coup dans notre ciel. Hashtag anneau terrestre est en train de battre le record de hashtag et les vidéos deviennent super virales. Ta sœur ne peut s'empêcher de rejoindre la foule et prend un tas de selfies avec le ciel. Tu te précipites vers la télé de ton salon pour regarder les nouvelles. Des scientifiques mettent en garde contre une catastrophe à venir et expliquent que tout le monde doit rester à l'intérieur. Même si c'est une journée sans nuages en plein été, le temps semble devenir de plus en plus froid. Soudain, le signal est interrompu. Les autres chaînes ne montrent rien non plus. Tu vois alors tes voisins plier bagages et partir. D'autres font de même. Tu hésites un peu, mais tu décides finalement de faire comme eux. Ta sœur est toujours dehors en train de prendre des selfies lorsque tu lui dis de venir avec toi pour aller chercher des réponses. Vous montez tous les deux dans votre voiture et vous vous dirigez vers la ville. Les anneaux au-dessus semblent augmenter en masse à chaque seconde. Ta sœur et toi avez de plus en plus froid. Vous vous dirigez vers l'université pour voir si quelqu'un sait quelque chose, mais il n'y a personne. Une seule voiture est garée dans le parking et c'est une bonne chose que vous reconnaissiez cette voiture. Ta sœur et toi vous précipitez à l'intérieur et trouvez le professeur d'astronomie en train de faire quelques calculs rapides pour essayer de comprendre pourquoi tout cela arrive. Il vous invite à vous asseoir et commence à vous expliquer. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais ça limite l'exposition du Soleil sur la Terre, ce qui explique pourquoi il fait de plus en plus froid. Pourquoi les anneaux deviennent plus épais demeure aussi un mystère. Sur Saturne, les anneaux sont constitués de particules de glace et de roches. Ils peuvent être aussi petits qu'une fourmi ou de la taille d'un bus. Les roches pourraient être des débris de météorites ou même des restes de planètes naines. Mais comme la Terre est si proche du Soleil, la glace ne serait pas quelque chose que l'on trouverait en train de flotter au-dessus de nous. Avec toutes ces roches empilées, elle empêche la Terre d'accéder au Soleil qui nous réchauffe et nous éclaire. Le professeur poursuit en expliquant que la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire et que les niveaux d'oxygène s'épuiseront d'ici 1 an, si ces nouveaux anneaux ne disparaissent pas rapidement.
Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de connexion. Les roches qui forment les anneaux frappent et détruisent les satellites. Soudain, tu entends un gros bruit de sonnerie à l'extérieur. Vous vous dirigez tous les trois vers l'extérieur et voyez un hélicoptère qui lance une alarme avec une lumière rouge clignotante. Tout le monde chez soi tout de suite. Ce n'est pas un exercice. Tout le monde rentre chez vous. Tu montes dans ta voiture avec ta sœur, mais les routes sont encombrées. Tu dois y aller à pied, ce qui te prendra environ 2 heures. Il n'y a aucun moyen de rester à l'extérieur. Tu t'aventures à l'extérieur en voyant tout le monde bloqué sur la route. Ils se disputent tous entre eux et provoquent le chaos. Tu essaies de ne pas rester au milieu de tout ça et tu te faufiles jusqu'à l'autoroute. Comme les anneaux deviennent plus épais, il y a moins de lumière solaire qui passe à travers. L'info sur la période glaciaire reste dans ta tête et te fait froid dans le dos. Tu prends une profonde inspiration et tu vois une fine brume sortir de ta bouche. Le ciel s'assombrit et tu n'es pas encore rentré chez toi. Ta sœur est fatiguée et a besoin de se reposer, mais tu l'incites à aller de l'avant. Vous trouvez un magasin de vêtements abandonné et vous y entrez. Les employés du magasin donnent de grosses vestes à tout le monde. Vous en prenez 2 et les enfilez. Plus qu'1 heure pour rentrer à la maison, mais le ciel est complètement noir. Il n'y a aucun moyen pour toi et ta sœur de sortir dans de telles conditions. Vous décidez donc de camper dans le magasin de vêtements. Ils allument un petit feu de camp au milieu du magasin et improvisent des sacs de couchage avec le reste des vêtements abandonnés. Heureusement, il y a assez de nourriture pour alimenter tout le monde, y compris toi et ta sœur. C'est le beau milieu de la nuit. Le feu s'éteint et tu ne vois plus rien à l'extérieur de la boutique. Tu te diriges vers la fenêtre et tu l'ouvres. Un énorme tas de neige se déverse à l'intérieur et réveille tout le monde. Nous sommes au milieu du mois d'août et une tempête de neige s'est formée pendant la nuit. Tout le monde est gelé et recommence le feu. Il n'y a pas de radio ni aucun moyen de savoir ce qui se passe. Le vent se lève et commence à secouer le magasin. Des objets commencent à tomber des étagères, mais tu restes avec tous les autres, confortablement installés près du feu. Le lendemain, vous regardez dehors et voyez toute la région recouverte de neige. Vous vivez dans un endroit ensoleillé où il pleut à peine, et les anneaux dans l'atmosphère extérieure sont encore plus grands que la veille. Sorti de nulle part, un camion rempli de personnes s'arrête et le conducteur vous dit qu'il y a un abri pour tous à quelques kilomètres de là. Le camion a des chaînes partout sur les pneus et est équipé pour les pires conditions de neige. Même si c'est le matin, le ciel est assez sombre. Vous montez avec tous les autres. Des voitures abandonnées, certaines avec les portes ouvertes, sont éparpillées un peu partout. Le camion les contourne ou défonce celles qui sont sur son passage. Il s'arrête à côté d'une ambulance et prend tout le matériel pour aider ceux qui en ont besoin. Tu passes dans ton quartier et tu vois ta maison entièrement recouverte de neige. Le grand arbre dans ton jardin est tombé sous le poids de la neige et a cassé le toit, ce qui a permis à la neige d'entrer. Le camion passe à toute vitesse et arrive à l'abri, qui, à ta grande surprise, est le centre commercial. En sortant, vous voyez que de nombreux habitants de la ville sont emmenés dans divers magasins qui se sont transformés en dortoirs et en unités de soins. Tu te retrouves dans un magasin de sport avec un groupe d'autres personnes. Ta sœur a également pu s'installer avec toi. Et à ta grande chance, tu vois le professeur qui aide des gens. Mais peu après, une forte explosion retentit dans le centre commercial et casse les vitres. Tout le monde se met à l'abri. Tu vois des gens courir dehors. En sortant, tu vois un grand objet métallique devant l'entrée du centre commercial. Il y a des gens qui se rassemblent dans toute la zone et il est difficile de voir ce qui se passe. Mais après avoir regardé de plus près, tu découvres que c'est un satellite qui est tombé de l'orbite. Il s'est écrasé sur le sol et a fait ce boom. On rapporte également que d'autres satellites se sont écrasés sur Terre un peu partout. Cela signifie que toute communication a été effacée de la carte. Tu cours à l'intérieur du centre commercial pour attendre ce qui va se passer. Tu regardes ta sœur avec crainte, ne sachant pas que la nouvelle ère glaciaire vient de commencer. Un an plus tard, tu te détends dans ton bunker quand ta sœur débarque en panique. Les anneaux sont toujours là, mais c'est autre chose maintenant. Tu cours dehors et tu vois tout le monde se rassembler et regarder le ciel. En un an, les températures ont chuté au point de geler la totalité de la surface de la Terre. Les déserts et les jungles tropicales se sont transformés en terre glacée. Plus de la moitié de la faune s'est éteinte et les arbres sont devenus aussi rares qu'un trèfle à 4 feuilles.
ce qui signifie que les niveaux d'oxygène ont considérablement baissé. La plupart de la population, ou ce qu'il en reste, vit avec des bouteilles d'oxygène. Les scientifiques essaient toujours de résoudre le cas des anneaux. C'est exactement ce que le professeur avait prédit. Mais dans le ciel, des pierres semblent tomber et s'écraser partout. Cela commence au loin, mais ensuite, les rochers commencent à tomber tout près. Tu cours avec tous les autres vers le centre commercial, qui a été recouvert d'une couche de métal pour garder la chaleur à l'intérieur. Ça devrait être plutôt sûr là-dedans. Si les pierres tombent, cela signifie que les anneaux se dissipent. Soudain, tu es plein d'espoir. On dirait que l'ère glaciaire va bientôt être terminée.